Bonsoir et bienvenue à Cinescope. Le 1er février 1973, le rideau se lève pour la première fois au théâtre du Palais Royal de Paris sur une pièce qui allait devenir rapidement l'un des plus fracassants succès de la décennie. 2500 représentations rien qu'à Paris, des traductions dans le monde entier, 2 films qui vont pulvériser le box-office et récemment une comédie musicale à Broadway. C'est la légendaire Cage aux folles, dont nous avons aujourd'hui la joie de recevoir le créateur, mais surtout l'heureux auteur, monsieur Jean Poiret. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous. Ça commence comme un sketch, évidemment. La difficulté avec vous, c'est de vous interroger sans que ça ait l'air d'être une parodie d'un sketch. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on ne m'interroge plus. D'ailleurs, on ne me pose plus pratiquement de questions, parce qu'on a toujours l'air de faire un de nos sketchs. Oui. Enfin, on va faire avec. De toute façon, on doit tenir 1 heure, voilà. Donc nous allons essayer voilà, quand même d'être sérieux. Je vais vous raconter un peu de ma vie, vous allez me raconter un peu de la vôtre. Je pense que la vôtre m'intéressera davantage. Bien sur 1 heure. D'accord. Merci d'avoir eu la gentillesse, en tout cas, d'accepter notre invitation, en profitant d'une tournée que vous faites actuellement en Belgique avec la pièce que vous avez écrite après La Cage aux folles. Oui, avec Joyeuse Pâques, oui. Dont nous allons fêter à l'occasion de la tournée, la 1000e représentation. Oui. C'est moins quand même que La Cage aux folles. Oui, on arrive à dire, c'est l'ennui d'avoir eu un premier gros succès comme La Cage aux folles 2500 fois. On dit, oh, ça ne s'est joué que 1000 fois, c'est un peu restrictif quand même. Et c'est une pièce sans travesti et sans amitié particulière. Ah ben vous savez, j'avais quand même un coup de chapeau de retour à donner aux dames, parce qu'il faut bien avouer que les comédiennes n'ont pas été très gâtées dans La Cage aux folles. Il faut bien l'avouer. Alors j'avais quand même là un hommage à leur rendre, et je ne m'en suis pas privé, puisqu'il y a quand même 4 personnages de femmes importants. Il n'y a que des femmes autour de moi. Ah bravo. Je veux dire, de vous à moi, enfin je ne sais pas, de vous à moi je préfère. J'imagine. J'aime beaucoup Serrault, mais sexuellement je préfère les dames. Je vous comprends. J'ai retrouvé une interview de vous qui date de 1970, je veux dire 70 maintenant, vous savez, en Belgique. Oui. Et où le journaliste vous décrivait, alors là je lis, comme un homme anxieux, mal dans sa peau et perpétuellement insatisfait. Il devait parler d'un autre homme que celui que j'ai devant moi. C'était avant le succès. C'est-à-dire qu'on dit les choses. Vous savez, c'est ça le grand problème, c'est la trahison de l'écriture. C'est-à-dire on dit les choses, c'est pour ça que la télévision est un art d'avenir, ça va marcher. Dès que ça ne sera plus la télévision à galène, ça va marcher très bien, cette petite industrie. Mais c'est qu'on est trahi parce qu'il n'y a plus l'intonation, vous comprenez. Je dis, je suis anxieux, effectivement, je suis anxieux. Tous les gens qui font notre métier sont des anxieux, sont des nerveux. Il faut être fou pour se dire, ou inconscient, pour se dire, je vais mobiliser l'attention de 800 personnes, ou de 1000 personnes, ou de 1500 personnes tous les soirs parce que j'arrive. Il faut être fou. Bien sûr. Bon, alors, effectivement, nous sommes nerveux. Mal dans sa peau, je ne crois pas. J'essaie... Vous le cachez bien. J'essaie d'être bien dans ma peau. Effectivement, je lis beaucoup d'ouvrages sur l'orientalisme, sur la détente, parce que j'en ai besoin pour mon métier, parce qu'effectivement, courir le 4000 mètres à 22 ans, c'est un jeu d'enfant, et quand, comme moi, on approche de la trentaine, ça l'est moins. D'accord. Mais est-ce que le triomphe qui vous tombe dessus après 25 années de carrière n'a pas quelque chose d'un peu déconcertant quand même? Bon, vous savez, les choses se sont faites d'ailleurs d'une manière beaucoup moins radicale qu'on le suppose. Oui, ça c'est venu progressivement. J'ai commencé à jouer au théâtre. C'est pour ça. Nous parlerons tout à l'heure de mes options d'auteur et d'acteur. Mais ça fait quand même 40 ans. J'ai commencé tôt. Vous me direz, mais ça fait quand même 40 ans que je fais ce métier. Vous avez commencé au berceau? J'ai commencé, j'avais 17 ans. Voilà. Je jouais le petit tambour qui annonce la prise du château des Tuileries au prologue de Madame sans gêne de Victorien Sartoux. Voilà. Rien que cela. Voilà. Avec Henri Varna qui jouait Napoléon, je vais vous dire. Bon. Bizarre. C'est une page d'histoire. Oui, La Cage aux folles avant la lettre. Là, oui. Monsieur Varna. Oui, évidemment. Mais en tout bien, tout honneur. J'ai un petit tambour très.
Ouais. Et puis, effectivement, j'ai commencé à jouer beaucoup les revues de chansonniers. J'ai joué les revues de René Dorin, les revues de Souplex, les revues de Rocage. Je suis resté aux Deux Ânes pendant 8 ans. Et puis, j'ai rencontré Serrault. Nous avons fait... On en parlera d'ailleurs, voilà. bien sûr. Et puis, bon, nous avons eu des succès de cabaret, puis des succès un petit peu plus étendus de musical. Et puis, nos sketchs sont devenus des spectacles d'une heure. Et puis, les spectacles d'une heure sont devenus des spectacles avec un fil conducteur de 2 heures et demie. Et puis après, effectivement, la cage aux folles est un pivot, si vous voulez, parce que ça a été, finalement, c'est parallèle à un fait social. C'est ça. Oui. Enfin, tout au long de ce cinescope, on va d'ailleurs être amené à parler de votre vieux complice Michel Serrault. Bien sûr. Forcément. Il y a d'ailleurs un côté, est-ce qu'on doit dire frère jumeau ou vieux ménage C'est comme vous voulez. Ah ben non, vous l'entendez. Je pose la question. Vieux ménage, ça prête plus à... Oui, non, je veux dire, il n'y a pas eu de brouille pendant les 30 années de votre... De brouille, non, oui. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, nous avons beaucoup joué ensemble. Notre désir a été, après les sketchs, de continuer à jouer ensemble. Et nous nous sommes retrouvés pour la cage aux folles. Ah oui. Et le succès prouve que le public a eu plaisir à nous retrouver tous les deux. Absolument. Nous reparlerons de la cage aux folles et de Michel Serrault, mais selon la tradition de l'émission, nous l'ouvrons avec le film le plus récent de vous qu'on ait vu en Belgique, c'est-à-dire que les gros salaires... Ah non, je croyais que c'était le cuirassé Potemkin. Non, là vous n'aviez qu'un petit rôle. Oui, j'avais le tête dans le berceau. Voilà, c'est ça. Non, c'est que les gros salaires lèvent le doigt. Alors là, un personnage de salaud. Absolument, oui. Je ne sais pas, c'est que les gens doivent me voir comme ça. On m'a dit c'est un contre-emploi. On a voulu me faire plaisir. On m'a dit c'est un contre-emploi. Vous n'avez jamais joué ça. Vous jouez des personnages plutôt sympathiques et divertissants. Alors voilà. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer. Parce que moi, je vais vous dire, en faisant du théâtre, je n'avais pas envie de jouer les emplois que je joue maintenant. J'étais au cours d'art dramatique. J'avais envie de jouer Iago. Mon cheval de bataille, c'est Iago. J'avais de gros succès de cours dans Iago. J'ai toujours rêvé de jouer Iago, mais il y a plus beaucoup de raisons pour qu'on me propose Iago maintenant. Ça m'étonnerait. Le roi Lear, peut-être. Peut-être. Enfin, si on peut situer le personnage, c'est donc un patron d'une compagnie d'assurance qui fait venir en week-end chez lui tous ses employés qui sont de parfaites larves, des lèche-culs incroyables, parce qu'il doit écrémer. Faire une charrette, comme on dit. Et nous allons voir la séquence où il a trouvé le moyen le plus radical de supprimer quelques emplois. Absolument. Qui n'est pas un moyen recommandable, comme on va le voir. Non, c'est pas très social, il faut bien le dire. Jean, c'est pas un personnage éminemment sympathique, enfin. Non, c'est le moins qu'on puisse en dire, bien sûr. On parlait tout à l'heure, Jean Poiret, des inventions de vos biographes. Alors là, vous allez me dire si c'est sérieux. Je lis dans une de vos biographies que tout jeune, vous rêviez d'être employé des pompes funèbres. Ah oui, mais c'est la vérité. Non, c'est très sérieux. On considère maintenant que c'est une boutade parce que c'est tellement, effectivement, ça paraît tellement une antithèse. Mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça se mêle. Vous verrez, je vais m'allonger tout à l'heure sur un canapé d'ailleurs, et dès que vous allez un peu plonger dans mes profondeurs, c'est tout à fait freudien. J'habitais face à une église et c'était l'époque où on tendait encore beaucoup les portails. Ça se fait moins maintenant. Je veux dire, j'avais en permanence devant mes yeux les portails tendus de noir, écussonnés. Avec des larmes. Voilà. Et puis les tentures de mariage qui se faisaient beaucoup, à raies rouges et blanches. Alors j'avais ça en permanence sur ce parvis surélevé qui donnait totalement l'idée de la scène. Ah oui. Vous comprenez? Oui, maintenant je comprends. Et alors, mes parents, qui, comme des gens très réalistes et très logiques, me disaient, ce petit est attiré par ça. Nous avons des amis dans les pompes funèbres. C'est un métier où il n'y a pas de morte saison, comme on dit. Pourquoi pas? Voilà. Oui. Enfin, 3 lignes plus loin, on affirme que votre seconde vocation, c'était d'être chanteur au Châtelet. Absolument. C'est ce qui m'a donné. Mais c'est pour ça que j'y reviendrai. C'est pour ça que dans les projets dont nous parlerons, alors, mon projet, c'est la comédie musicale. Et le succès de la cage aux folles musicale à New York n'a fait que me confirmer dans cette envie. C'est qu'effectivement, j'ai découvert, comme beaucoup de petits Parisiens, le théâtre au Châtelet. Il est de bon ton de dire, quand on fait ce métier, quand on est un acteur arrivé, de dire moi j'ai été séduit par une représentation de Strindberg à 6 ans, où j'ai vu Le soulier de satin à 4 ans et demi, et ça a déclenché ma vocation. Moi, pas du tout. Je dis, c'est André Boger et Bach qui étaient les vedettes
de l'époque qui ont déclenché mon envie de faire du théâtre. C'est Nina Rosa, c'est Au soleil du Mexique, c'est... Voilà. Bien. Il y a en tout cas un fait incontestable, c'est l'affiche du Théâtre des Deux Ânes vers 1950, avec Souplex, avec Dorin. Oui, oui, Là, oui, oui, oui. vous débutez donc comme chansonnier plutôt que comme comédien. Ah, comédien de revue, hein, parce que chansonnier, c'était très différent. Vous savez, il y avait traditionnellement une première partie des chansonniers dans leurs œuvres, et puis une revue écrite par l'un des chansonniers qu'on avait eu en première partie, et jouée par des comédiens. J'ai débuté comme doublure de Dorin, de Roca, de Souplex. Dorin dont vous épousez la fille. Dont j'ai épousé la fille par la suite, absolument. Absolument. Bien. Et qui a fait une Oui. belle carrière. Oui, d'auteurs dramatiques, elle Oui, aussi oui. d'ailleurs. Alors 1952, c'est la date historique, la rencontre avec Michel Serrault. Alors est-ce une légende 53. Ah, on me dit 52. Ah, 52, c'est vrai. Notre première, notre première apparition, c'est en 53. Vous voyez, vous avez Ah, raison. ouais, mais on a raison tous les deux. 52, vous avez raison, parce qu'il arrive un moment où il faut plus vieillir, même d'un an, vous Non, comprenez. non, mais là c'est à Sarah Bernard. 52, c'est à Sarah Bernard, effectivement. Nous répétions, nous étions réunis pour répéter, dans le cadre d'une matinée classique, Le médecin malgré lui. Ah. Voilà. Vous me parliez tantôt de votre vocation pour les pompes funèbres. Or, Serrault avait une vocation, lui, de séminariste. C'est vrai aussi, ça. Oui, Serrault a non seulement une vocation de séminariste, mais a fait 2 ans de petit séminaire. Ah bon? Et je peux vous dire que quand nous commencions à travailler, j'allais chez lui, travailler chez lui, et il venait m'ouvrir la porte. Il avait transformé sa petite soutane, était devenue une robe de chambre, et il servait de sa soutane comme robe de chambre. Voilà. D'accord. Bien. Cela dit, le cabaret est une école très dure, parce qu'il y a quand même les dîneurs, il y a les gens qui bavardent pendant le tour de chant, etc. Ah oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Le petit public. Pour fixer l'attention, comment dirais-je, trouver bien sa concentration, surtout rester tout le temps concentré, et l'école de la crédibilité. On ne peut pas jouer artificiel au cabaret. Je veux dire, une intonation ou une œillade artificielle, fabriquée, ne passe pas. On est sur eux et ils ne sont pas tendres. Et encore, nous passions en fin de programme, donc on en arrivait au café, c'était moins grave. Mais vous savez, nous avions certaines de nos camarades chanteuses qui ont maintenant des noms et qui ont commencé là avec les réflexions des dîneurs et des dames comme ça à leurs pieds entre deux mouvements de maxillaire, disant « Oh, ce qu'elle est tarte, elle est vieille. » On entend tout, naturellement. Oui. Alors, c'est une rude école, et humaine et professionnelle. Oui, absolument. Et comment s'élaboraient ces sketchs devenus d'ailleurs des classiques, je veux dire, Le Voyage en Lozère, la Circulation, L'Explorateur, etc. Quelqu'un lance une idée, peut-être. Nous travaillions avec Michel, nous parlions beaucoup, effectivement, et puis nous écrivions un maximum de choses qu'ensuite je mettais en forme pour en faire de la matière jouable, mais il est bien certain qu'au départ, le premier soir, quand nous créions un sketch, il était à 50%. Je veux dire, c'était des choses, beaucoup de sketchs sont de tradition orale et ont été faits pour la moitié au public. Ce qui fait qu'entre le texte des débuts qui était destiné à être joué et celui à l'arrivée, il y a une grande différence. C'est le cas de la Cage aux Folles aussi, d'ailleurs, C'est le cas de la Cage aux Folles aussi. Oui, c'est le cas de Joyeuse Pâques aussi. Tous les soirs, selon mon humeur, j'invente dans la situation. Bien sûr. Dans la situation. On a avantage à vous voir la 100e représentation, finalement. On a avantage à voir tous les spectacles comiques, quels qu'ils soient, au moins à la 50e, mais bien sûr, parce qu'il y a une vitesse de croisière qu'on ne prend qu'avec le public et qu'avec les réactions du public. Dieu sait que le théâtre, ça n'est pas fait pour la solitude, mais le théâtre comique, il y a un troisième partenaire. Quand vous êtes deux, c'est le public, et qui est tout aussi important, parce que les réactions font le jeu. Nous allons revoir un de ces sketchs qui a été repris dans une émission de télévision, qui est le sketch du prix littéraire, qui est au fond un démarquage de Lecture pour tous ou des émissions de l'époque. C'est le parlant, ça, parce C'est le qu'il y en a parlant. un. Ah non, c'est le l'époque parlant. du Non, Mars, c'est non, après non. 29. Alors. Non, la télé est parlante C'est maintenant ça, en oui, Belgique. c'est très bien. Non, absolument pas. Eh bien, nous allons le voir. Je voudrais, cher ami, que... Jacques Guitry, Oui. avec qui vous allez pratiquement faire vos débuts à l'écran avec Serrault. Ah oui, notre premier film important, puisque c'était pratiquement un film à deux. Il y avait le personnage féminin, le personnage de Magali Noël, qui était très important, mais enfin les deux hommes étaient
omniprésent. Ça s'appelait Ça s'appelait Assassin et voleur. D'accord. Et comment s'est passé le premier contact avec le maître? Et, le premier contact a été très bon. C'était un homme très, très courtois, très chaleureux. En plus de ça, admirant ce que nous faisions, ce qui était doublement impressionnant venant de lui. Et ça a été très très bien. Malheureusement, nous l'avons connu un peu sur la fin de sa vie, puisque c'est le dernier film qu'il ait dirigé lui-même entièrement. Et il avait toujours cet esprit, cette acuité d'esprit. Il était déjà physiquement fatigué. Il arrivait à diriger quand même le film. Il arrivait à diriger, mais je me souviens, il était sur le plateau, il avait un lit de repos qu'on lui avait aménagé, là, et entre les prises, il s'allongeait. Mais il ironisait, paraît-il, sur sa propre maladie. Bien entendu, bien entendu. C'est un homme qui a toujours eu, oui, le recul sur la vie. Alors on ne sait plus, ça c'est là que les deux notions se confondent. Est-ce de l'humour, est-ce de l'esprit? Je crois qu'il avait les deux. Il avait l'esprit de la répartie, l'esprit de la réplique, l'humour pour la faire, pour l'inventer, l'humour sur les événements qu'il traversait, et un propre humour sur sa vie et sur ce qu'il avait passé. À part le film de Sacha Guitry, alors vous tournez, là j'ai fait le compte, 36 films entre 1955 et 1970. Ils ne figurent pas tous dans les cinémathèques, c'est le moins qu'on puisse en dire. Non, non, non. Je pense que ça représentera, je le dis en boutade, mais finalement pas tellement, je pense que, comme certains autres styles de cinéma, parce que c'est un style, c'était le style de film comique, pas trop soigné, disons-le bien, qu'on faisait rapidement, qu'on tournait en 4 semaines, 5 semaines, avec un budget très très réduit, mais qui avait l'avantage de présenter toute une pléiade d'acteurs. Tous ces films, vous en regardez le générique, bon, je parlais de Bourvil, de Francis Blanche, mais la plupart de ces films, nous les avons tournés avec Darry Cole, avec Roger-Pierre Jean-Marc Thibault, avec Francis, bien entendu, avec Jean-Yann. Enfin, c'était des distributions de fantaisistes à rallonge. Annie Cordy, Michel Galabru, oui, bien sûr, etc. bien sûr, Oui, bien sûr. Sophie Desmarais, souvent. Absolument. Maria Pacôme, enfin, voilà. Mais je pense que les gens revoient ces films, quand c'est redonné à la télévision, sous un autre éclairage. Et de même que reviennent à la mode, vous voyez, je ne nous compare pas, entendons-nous bien, à tous ces grands dont je vais citer les noms, mais de même que reviennent à la mode des comédies qui n'étaient pas plus soignées, les comédies des années 30, mais dans lesquelles on voyait en liberté Victor Boucher, Saturnin Fabre. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on voit ces films, c'est qu'on a l'impression que les acteurs faisaient la moitié de leur dialogue sur le plateau. Oh, oui, en tout cas. Et qu'on les engageait pour ça, d'ailleurs. En tout cas, oui, les déviait facilement, oui. Je pense surtout à Francis Blanche. Adaptait facilement. Et on pourrait peut-être un peu parler de Francis Blanche, que vous avez bien connu. Vous avez fait de la radio avec lui au début de votre métier de comédien. J'ai fait la première version de Signé Furax, qui a été surtout connue sous le titre Signé Furax, mais la première version pour la radio française, c'était Malheur au barbu. C'était un improvisateur fabuleux. C'était un improvisateur. Et c'était surtout un homme d'imagination prodigieuse. Il avait une imagination débordante. Et c'était un polyvalent. Mais comme tous les polyvalents en France, n'étant pas reconnu à sa juste valeur. Si. Entendons-nous bien, c'est de la folie de dire qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Mais il a été reconnu à sa juste valeur d'une manière fragmentée. C'est-à-dire on pense à lui qu'en tant qu'amuseur, on pense à lui comme personnage extraordinaire de Babette s'en va en guerre, on pense à ses improvisations au téléphone, on pense à tout ça, et on oublie un petit peu l'auteur de chansons prodigieux qu'il a été, le poète, l'auteur de ballets. Il a tout fait, il touchait à tout avec bonheur, avec esprit, avec talent. Il ne s'est jamais trompé, Francis. On va le retrouver d'ailleurs dans l'extrait que nous allons montrer maintenant d'un de ces films merveilleux. Il y avait toute une série. Il y avait Les Baratineurs, La tête du client, Le Grand Bidule, etc. J'ai pris ces messieurs de la gâchette, parce qu'on va retrouver dans la séquence en question Annie Cordy, Darry Cole, Serrault et vous, naturellement, et Francis Blanche. Qui est le second volet de la... Oui, ça venait après ces messieurs de la famille. Ces messieurs de la famille, je vois que vous connaissez bien votre... les classiques, toujours. Voilà. Et Francis Blanche en parrain numéro 2, forcément, voilà. ici.
Non, mais enfin, ça se laisse voir. J'ai revu ça finalement Une prise avec ou un deux certain, prises, avec un oui. certain plaisir. Je sais, oh ben, on fait toujours 2 prises, quand même, c'est quand même le minimum. Il faut assurer la technique. Quoi. Quand il y a Enfin, pas 3. un pépin de laboratoire, non pas 3. Ah, non, pas 3, parce que... Quand même. Non, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la cage aux folles. Oui. D'où est Oh, venu- pas beaucoup plus sérieuse que ça, d'ailleurs. Oui, mais enfin, la Hein? qualité est quand même différente. D'où est venue l'idée de la cage aux folles? J'ai eu envie de traiter un problème de travesti, mais généralement, effectivement, depuis que le théâtre est théâtre, on se sert du travesti pour dissimuler certains messieurs qui sont de vrais hommes avec des allures très viriles et qui ont beaucoup de mal à assumer leur déguisement. Enfin, c'est le problème du danger dans lequel se trouvent les deux personnages de certains lame shows. Mais comme il y a un phénomène nouveau, un phénomène relativement récent dans la connaissance du public, qui est le travesti professionnel, c'est-à-dire le monsieur qui est habillé en dame pour faire son métier et qui souvent, par extension, est habillé en dame, même dans la vie, perd tout à fait son comportement d'homme initial. Et j'ai pensé qu'il était peut-être amusant, à contrario, de prendre des messieurs qui avaient de telles manières de dames qu'ils ne pouvaient plus reprendre des manières de messieurs. Oui, de Voilà. graves sociologues pourraient se pencher en disant que vous êtes dans l'évolution des mœurs, au fond, que c'est une Oui, pièce oui. qui a contribué. Mais vous savez, c'est la carrière de la cage aux folles, c'est le succès de la cage aux folles, c'est aussi un succès circonstanciel. Il est bien certain que c'est venu au moment où une certaine libéralisation des mœurs a contribué à faire connaître ce phénomène, de l'homosexualité dont on parlait sans en se montrer. gênant moins. Oui, d'accord. Et puis le personnel de cabaret qui tenait des emplois de travestis. Et il est bien certain que 5 ans avant, on ne sait pas comment aurait été accueillie la cage aux folles, parce que ça n'était pas répandu, ça n'était pas connu du grand public. On dit que Serrault a beaucoup hésité avant de jouer Albin, c'est vrai? Mais tous les acteurs qui ont joué la cage aux folles ont hésité. Je peux vous dire qu'actuellement, aux États-Unis, les 2 comédiens qui jouent la comédie musicale se sont posés beaucoup de problèmes. Ils me l'ont dit aussi. Et alors, à l'échelon américain, pour être bien sûr de ne pas faire d'erreur vis-à-vis du public, les journaux, les magazines publient des reportages d'eux avec leurs femmes et leurs enfants en permanence. C'est ça, oui. Mais effectivement, Michel avait peur au départ d'assumer ce personnage travesti toute la soirée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pensé, il a eu le déclic quand il a pensé clown. Michel est un vrai clown de piste refoulé. Il a souvent voulu m'entraîner sur la piste à l'époque où Medrano, le cirque d'hiver à Paris, existait encore. Et il a trouvé le déclic du personnage quand il a pensé à Albert Fratellini. Il s'est dit, voilà, Albert Fratellini, obligé de jouer une dame, le ferait comme ça. Il a pensé à ça. C'est une entrée de clown de 2 ou 3 heures. Bah voilà, absolument. C'était un grand divertissement. C'est pour ça que le phénomène sociologique est devenu la cage aux folles me dépasse un peu, parce que moi, c'est un prétexte à rire. Sur 2500 représentations, vous en avez, je crois, assumé 1300. Est-ce qu'il n'y a pas un automatisme, finalement, de toujours jouer le même personnage pendant 3 ou 4 ans? Il y a une fatigue, il y a une tension nerveuse, parce que c'était des personnages de composition, autant Oui. vous le dire, n'est-ce pas? Et c'était très physiquement épuisant, physiquement, nerveusement. Et il est bien certain je suis arrivé à un stade, oui, vers la 1300e représentation, où, sans raison aucune, j'avais des crises de sanglots incontrôlées entre 2 répliques de la cage aux folles dans ce vaudeville. Alors je me tournais bien sûr, mais j'ai consulté quand même. On m'a dit, je crois que vaudrait mieux que vous vous reposiez un peu. Oui, il est temps. D'accord. On parlait un peu de cette version musicale. Vous avez vu la création il y a 3 Oui. mois, je crois, ou 4 mois. Oui, au mois d'août, Voilà. c'est ça. Oui. Oui. Eh bien, ce n'est pas étonnant de voir brusquement sa pièce d'abord en anglais et surtout en comédie musicale. Ben, vous savez, il y a un moment où on oublie un peu qu'on est le créateur de quelque chose. Moi, j'ai été totalement séduit, mais totalement séduit comme spectateur, parce que, bon, je découvrais New York. D'abord, c'était une espèce de conte de fées, puis New York pour la première, puis une salle
quand même, vous entourant en tant qu'auteur français, c'est un petit peu émouvant. Mais j'ai vu surtout un spectacle très réussi, qui suit de très près l'intrigue. Oui, mais on voit la cage aux folles, parce qu'on ne voit pas dans votre pièce, mais finalement. on voit en plus, effectivement, ce qui permet ces numéros fabuleux de danse, de claquettes, chantés comme ils savent les faire, avec tous les travestis en scène. Effectivement, c'est un plus. Et puis, il y a une musique très, très entraînante, très populaire. C'est quand même l'auteur de Hello Dolly. C'est un monsieur qui a fait qui a fait ses preuves. Oui, mais c'est une histoire totalement famille. C'est ça le miracle. Et c'est de là l'immense succès. C'est qu'ils ont réussi à faire un spectacle de famille. Je voyais des salles avec les parents, les enfants. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème du tout parce que c'est un couple d'hommes. Aucun. Il y a une romance, ils se tiennent la main. Le spectacle se termine sur un fond de décor de Saint-Tropez. Ils partent en se tenant enlacés vers la mer et ils chantent la romance. C'est ça. I am what I am. I am what I am est devenu une sorte d'hymne. C'est pour ça que le disque marche formidablement. C'est ça. Oui. Alors, il y a eu des articles parce qu'il y a une récupération sociologique, une récupération de mœurs. Bon, enfin, tout ça est très compliqué, mais m'échappe complètement. Je suppose, c'est très loin de ce que j'ai voulu faire. Mais en France, c'était pareil. La majorité j'ai plein d'amis homosexuels qui trouvaient ça épatant. Et puis, certains qui s'acceptaient moins. Et le directeur ne voulait pas le titre au départ au Palais Royal. Le directeur ne voulait pas le titre. Quand j'ai présenté le sujet à Rouzières, j'avais donc écrit une première partie qu'il a lue. Et le soir même, il dit, moi je vous signe le bulletin de réception. Vous faites la seconde partie et ça y est, moi je prends la pièce et très bien. Mais il faut que ce soit Serrault et vous qui la jouiez. Enfin, c'est tellement évident, il n'y a pas de problème. Et moi, j'étais réticent. J'avais déjà pas envie de fonctionner comme comédien. Je savais que ce serait fatigant. Mais il faut que ce soit vous qui la jouiez, il n'y a aucun problème. Et quel titre? Je dis La cage aux folles. Pas question. Jamais un titre comme ça sur mon affiche. Quelle horreur, La cage aux folles. Les gens, puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour les gens. Alors, quand on pense que non seulement au succès du titre en France, mais quand on pense qu'aux États-Unis, ils n'ont même pas traduit, et que c'est connu là-bas, tous les gens parlent de la cage aux folles, alors ça me fait rire rétrospectivement. Et vous aviez proposé un autre titre? Alors j'avais proposé un autre titre, je lui ai dit, j'ai dit à Mondi, il veut un autre titre, je lui en ai proposé un autre, et le lendemain je dis, j'ai eu une idée, on va appeler ça Prout, avec trois points d'exclamation. Il m'a dit, pensant qu'il allait me rire au nez, il m'a dit, voilà un titre parisien. Bien entendu, nous avons gardé la cage aux folles, on n'est pas des mordus. Nous allons voir un extrait du film tiré de votre pièce, où malheureusement, c'est pas vous qui jouez le rôle Metognazzi pour des questions de coproduction. Absolument. Voilà. Ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que cette version filmée a triomphé aux États-Unis. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. Il paraît même que Laurence Olivier aurait dit, après avoir vu Serrault dans le rôle, qu'il était shakespearien. C'est bien possible. Oui. Vous n'êtes pas contre. Mais il pourrait très bien jouer le fou de lire, oui, voire lire. Oui, dans 30 ans. Oui. Finalement, c'est une pièce qu'on jouera peut-être à la fin à la Comédie Française. Mais vous savez, Dieu sait que Feydeau a été décrié et qu'on considérait que c'était un théâtre vraiment bas. De boulevard. Oui. Et c'est devenu quand même un des grands classiques de la Comédie Française. Vous verrez peut-être même des metteurs en scène d'avant-garde la rendre sérieuse. Mais oui, mais Mathieu Gallet, le critique et l'adaptateur, m'a dit un jour, il y aura une relecture, je verrai très bien une relecture montée par Lavelli ou Patrice Chéreau. Oui. Bien, comme vous jouez la pièce pendant 8 ans, le cinéma vous oublie un petit peu, ou plutôt vous oubliez le cinéma en fait. C'est pas ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une série de films qu'on tourne quand on est jeune, et puis il faut s'arrêter un petit moment. Il y a un moment où on devient plus sérieux. Je ne dis pas qu'on se prend au sérieux. C'est toujours ce que j'ai essayé de ne pas faire. Peut-être que cette interview est en train de me donner un démenti flagrant. Mais enfin, il faut surtout pas se prendre au sérieux, surtout dans notre métier. C'est pour ça que de temps en temps, des contre-emplois comme ça, dans le dernier métro ou les gros salaires vont très bien, mais enfin, il ne faut pas trop en abuser. Nous arrivons d'ailleurs au dernier métro, puisque c'est François Truffaut qui va vous donner ce rôle extrêmement intéressant, d'autant qu'il rappelle celui de Sacha Guitry. On a là une conjonction entre le Sacha Guitry du début puisqu'il y a des éléments du rôle, la double arrestation... a été l'arrestation de Sacha Guitry.
la même journée par deux C'est ça. séries de C'est ça. FFI différents. C'est ça. L'intelligence de Truffaut, d'ailleurs, c'est de vous confier un rôle un peu plus amer que celui dans lequel on vous attend, et néanmoins un homme de théâtre. Oui, c'est ça. Mais amer, oui, bien sûr, mais enfin, qui diffusait son amertume dans certaines de mes cordes de comédien, quand même. C'est pas tout à fait un contre-emploi. C'est un monsieur qui, effectivement, jetait un œil un petit peu désabusé, mais un petit peu humoristique, quand même. Oui, et puis qui doit louvoyer dans les Oui, remous c'est de la ça. collaboration. Oui, c'est ça. Bon, ce n'est pas simple. C'est ça. Et louvoyeur, c'est toujours pareil. On en revient à Philinte. Philinte est un monsieur qui louvoie. D'accord. Et je suppose qu'un réalisateur comme Truffaut vous laissait un petit peu nourrir le rôle. Il ne vous a pas donné ça prêt à porter. Mais non seulement Truffaut laissait nourrir le rôle, moi, j'ai fait du cinéma, non, j'ai l'air de faire un peu le dégoûté sur toute une série de films que j'ai fait, pas du tout. D'abord, je m'y suis beaucoup amusé, d'abord, ça se faisait facilement, d'abord, bon, des copains, nous étions jeunes, il y avait des copains, bon, ça se fait. Mais j'ai découvert la sûreté du cinéma et la non-fatigue du cinéma avec Truffaut. Le cinéma, moi, la technique du cinéma est une chose qui m'ennuie profondément. J'ai trop doublement l'habitude d'être maître chez moi, c'est-à-dire quand le rideau se lève à 8h30, je suis l'interprète d'un texte qui est le mien, donc à la limite, je fais ce que je veux. Si je veux faire les pieds au mur, je les fais. Alors, je dois dire que les imbrications de la technique cinématographique et tous les freins que ça suppose, moi, je pars dans une situation et j'aime l'amener jusqu'au bout. Et le principe même du cinéma, c'est le contraire. Et je dois dire que j'ai trouvé en Truffaut quelqu'un qui, pour moi, abolissait la technique. C'est-à-dire que du moment où on faisait une dernière répétition pour l'image, au moment où on tournait, il n'y avait pas ce moment qui fait remonter les nerfs, qui est « Ah, on tourne, ah, c'est sérieux », avec cette contraction, tout ça, ça se passait dans le fou. Effectivement, c'est un monsieur qui prend grand soin des acteurs, qui aime les acteurs fondamentalement, ce qui n'est pas le cas de tous les metteurs en scène de cinéma, qui les apprécie, qui sait comment les exploiter, qui sait ne jamais les gêner, leur demandant de faire des choses, mais dans la foulée de ce qu'ils savent faire. Et ici, dans un film sur le théâtre, en plus. Un film sur le théâtre. Voilà. Nous avons gardé pour la fin, parce que vous y retrouvez votre vieux complice Michel Serrault, Oui, c'est oui. La gueule de l'autre. Voilà. Tiré d'une de vos pièces aussi, d'ailleurs. Tiré d'un spectacle, d'une pièce spectacle qui s'appelle toujours Opération La Grelèche. Le thème de La gueule de l'autre, c'est donc le marketing politique. Voilà. Une question très innocente, qu'est-ce que vous pensez des débats à la télévision entre personnages politiques? Je pense surtout que de plus en plus, vous savez, les hommes politiques suivent la même ligne et le même chemin que les acteurs. Bon, vous voyez le ton dont on jouait la comédie, dans les acteurs français, par exemple, jouaient la comédie il y a 30 ans, et la façon de jouer la comédie maintenant, c'est la même chose. Je veux dire, il est impensable, ils l'ont compris très vite, ils l'ont peut-être pas tous encore bien compris, mais il est impensable. Je veux dire, Daladier ou Herriot prendraient la parole aujourd'hui à la télévision, on dirait qu'il est mauvais, on ne peut pas le passer. C'est vrai. Et petit à petit, on voit les gens se rapprocher. Pourquoi est-ce qu'avant, on vous disait du haut d'une tribune, citoyens, la République vivra parce que la République est une conquête fondamentale de la Révolution. Et maintenant, vous avez des gens ils sont cadrés là et ils font... je crois que la République est un besoin fondamental. Je crois que c'est une chose... Vous voyez nos hommes politiques, les vôtres, ils sont obligés de devenir vrais. Cela dit, c'est aussi théâtralisé quand même. C'est aussi théâtralisé, mais disons que c'est plus sobre. Et peut-être que la démarche physique qui les oblige à être plus sobres, les oblige, soyons optimistes jusqu'au bout, les oblige à être plus vrais, peut-être, ou plus sincères. Oui, vous y croyez vraiment? Non. Bon, vous êtes concerné par la politique, au fond. Nous sommes tous concernés par la politique. Oui, bien sûr, j'attendais. Bon, n'insistons pas. Au fond, on peut dire que La gueule de l'autre, c'est un hommage à vos premières armes de chansonnier. C'est un film de chansonnier. Oui, absolument, oui. Et alors, on a surtout Serrault, 2 Serrault pour le prix d'un. Absolument.
puisque c'est lui qui joue le double personnage. C'est cela. Donc un homme politique remplacé par un ringard qui est son frère et son sosie et qui va prendre sa place au cours d'un débat. C'est-à-dire qu'on retrouve le problème, la confrontation de l'homme politique et du comédien, puisque l'autre est un comédien raté, qui n'a pas d'engagement, et le problème, il gêne son beau-frère parce qu'on dit on ne peut pas l'engager, on ne l'engage nulle part parce qu'il a la tête de cet homme politique. Oui. Imaginez par exemple un monsieur qui ressemble à Giscard, Mitterrand, oui, ou une dame qui ressemble à Thatcher en Angleterre ne ferait aucune carrière, parce qu'on ne pourrait les distribuer dans aucun personnage. Oui, quoique dans des publicités, on se sert de ces ressemblances. Ça c'est autre chose. Enfin, ça devient à ce moment-là un gag. Absolument. Bien, nous allons regarder une scène qui, d'ailleurs, démystifie ces débats politiques face à face, puisque nous allons retrouver là-bas Roger Carrel face à Michel Serrault. Qui est un vieux complice à nous aussi. Il n'est pas croisé, mais... Après ça, évidemment. Oui. Bon. Jean Poiret, notre sketch de l'interview se termine. J'espère que ce petit voyage éclair dans votre carrière n'aura pas été trop déplaisant. Écoutez, je n'ai pas vu passer le temps. Alors là si vous avez une heure supplémentaire, on enchaîne. Malheureusement, la soirée doit s'achever par le journal télévisé. Alors, 2-3 questions pour terminer. Est-il exact que Joyeuse Pâques va devenir un film ? Non seulement Joyeuse Pâques va devenir un film, mais c'est signé et ça va se tourner là, à la fin du printemps ou au début de l'été. Et vous reprenez Georges votre Lautner, personnage. qui va tourner le film d'ailleurs, oui. est avec moi en ce moment. Nous y travaillons. Nous mettons la dernière main au scénario. C'est cela. À part cela, vous traduisez la comédie américaine La Cage aux folles, tirée de votre pièce française La Cage aux folles. C'est ce que je vais faire, oui, parce que je pense que ça se montera à Paris dans 1 an et demi, 2 ans. Et j'imagine qu'il y a aussi une nouvelle pièce en chantier. Écoutez, je suis en tournée, je me suis un petit peu coupé de Paris. D'abord, je suis en tournée parce que ça me fait plaisir de voyager et d'aller un peu... à tous ces spectateurs qui si gentiment sont venus à Paris, il est bien normal de rendre la politesse, et puis ça me fait plaisir. Et puis il y avait une seconde option aussi dans cette tournée que j'ai faite, c'est effectivement de ne pas avoir les problèmes d'une maison, les problèmes afférents au téléphone, au rendez-vous parisien, et d'essayer de mettre en chantier une pièce. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'inquiétude, justement? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'inquiétude, après 2 succès pareils, de se lancer dans une nouvelle aventure? L'inquiétude, effectivement, l'inquiétude n'est pas à l'écriture. Bon, on écrit ce qu'on a envie d'écrire, ça marche ou ça ne marche pas. L'écriture, ce sera le soir de la Générale, parce qu'effectivement, il y a quelques personnes qui m'attendront au tournant, ça c'est sûr. Oui, on n'a pas que des amis. On n'a pas que des amis, et puis il y a un tas de gens qui n'aiment pas particulièrement la réussite ou le succès, alors voilà. Voilà. Jean Poiret, il me reste à vous remercier en mon nom, au nom du public de Cinescope, de la gentillesse dont vous avez fait preuve au cours de cet entretien. Écoutez, oui, je vous embrasse moralement, parce que, comme auteur de La Cage aux folles, dès que j'embrasse un monsieur, ça fait un peu louche. Oui, c'est un peu gênant. Mais enfin, je vous embrasse moralement. C'est gentil à vous. De toute manière, vous êtes un bienfaiteur à votre façon, parce que faire rire de nos jours, eh bien, c'est une denrée tellement précieuse qu'on doit vous en être très, très reconnaissant. Mais je dois dire que c'est une démarche aussi égoïste, parce que mon premier souci est de préserver mon moral, alors j'aime me maintenir dans la bonne humeur et dans le rire, et disons que j'en fais profiter les autres. Je vous remercie et joyeuse Pâques. Merci.